Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour une nouvelle session de top et de flop, cette fois-ci dédiée aux jeux vidéo. Comme d'hab, de précision. La première, c'est que je ne vais pas parler uniquement de jeux sortis en 2024, mais de l'ensemble des softs que j'ai personnellement découvert cette année-là. Raison pour laquelle il y a du très récent comme du très vieux. Et la deuxième, c'est que les tops et les flops sont subjectifs. Ça ne représente que mon avis à moi à chaque fois, même si j'essaye systématiquement d'argumenter sur pourquoi j'apprécie ou pas certaines œuvres. Yeah! On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec mes pires découvertes vidéoludiques de 2024. Alors, quand j'étais petit, j'avais beaucoup joué à Aladdin sur Super NES. Et voici quelque temps, Disney avait sorti un Disney classique, hein, une espèce de remaster graphique de différents jeux de ses licences, à savoir Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion et Aladdin. Au passage, j'ai toujours pas testé Le Livre de la Jungle, j'ai refait Le Roi Lion que j'ai encore kiffé comme pas permis, même si c'était très dur, et il se trouve que pour Aladdin, je me suis rendu compte que le soft contenait à la fois la version Super Nintendo, mais également la version Sega, à laquelle je n'avais jamais touché. Beaucoup vont sûrement me reprocher de pas piger tout l'intérêt qu'a le soft, hein, ce qui est tout à fait possible. En même temps, j'ai lancé le jeu dans l'espoir de m'amuser un brin, et le jeu était pas d'accord en fait. Pour tout vous dire, il m'a fallu environ 2 heures pour refaire tout le titre sur NES, en comptant tous les fails et les game over. Mais globalement, j'en tire quand même une très bonne expérience. La version Sega, c'est pas pareil. Certes, c'est très beau, c'est super bien animé, mais je trouve le jeu très agressif. Tu as droit à des pommes pour attaquer à distance, une épée pour frapper au corps à corps, sauf que les ennemis attaquent très vite et ont toujours une assez grosse portée. Genre, si tu vas un peu vite, tu vas te faire tataner la gueule par un ennemi que t'as tout juste eu le temps de voir avant qu'il te frappe. Pareil, si tu te retrouves collé à un ennemi, tes coups ne le toucheront pas. Par contre, les siens, si. Et autant, le jeu sur NES est dur. Ça, je vais pas dire le contraire. Mais les premiers niveaux sont archi simples. Et clairement, c'est pas le cas de la version Sega. J'ai perdu 3 ou 4 vies rien que dans les 2 premiers niveaux. Alors, certains vont sûrement me dire qu'ils ont eu beaucoup plus de facilité à y jouer. D'autres que c'est l'effet Super NES qui m'empêche d'apprécier pleinement la version Sega. Ce qui n'est pas impossible. Hein. Oui, la nostalgie a probablement un effet sur mon appréciation. Et oui, peut-être que des gens qui ont joué à la version Sega dans leur enfance ont plus de facilité à la reprendre en main aujourd'hui. C'est pourquoi je vais pas cracher dessus comme je le fais d'habitude. Je connais beaucoup trop de gens qui sont fans de cette version pour en dire objectivement du mal. Sans compter que j'ai conscience, moi-même, d'être biaisé par la version NES. Donc, je n'y rejouerai pas, mais si vous voulez tester le soft de Super NES, il est inclus dans le lot de Disney classique, donc faites-vous votre propre avis. Alors, petite originalité pour celui-là, j'ai un pote qui a été séduit par le concept, et il a tellement voulu le tester à plusieurs qu'il m'a offert le jeu, parce qu'en solo il se chiait dessus. Le pitch, vous travaillez pour une compagnie et vous êtes envoyé sur différentes planètes afin d'y récupérer du matos à revendre. Vous avez un quota à respecter au bout de 3 jours de prospection. Si vous réussissez votre coup, les quotas vont augmenter, ce qui rendra la run d'autant plus complexe, et à l'inverse, ne pas remplir les quotas causera votre renvoi. Et si vous êtes viré, vous êtes expédié dans le vide spatial sans sommation. Le truc, c'est que sur les différentes planètes se baladent différents mobs, souvent capables de vous tuer en un coup, bien sûr. Parallèlement, votre avatar pue littéralement la merde. Quand vous êtes à plusieurs, vous voyez que les combis spatiales, c'est du rafistolage bas de gamme, t'as le casque qui est fissuré, c'est... Est-ce qu'il est fissuré? C'est bon. Le jeu prend en compte l'éloignement vocal. En gros, plus vos compagnons sont éloignés, moins vous les entendez. Et évidemment, si vous voulez continuer à discuter après vous êtes séparés, il va falloir investir dans des talkie-walkie. Pareil, si vous voulez une lampe torche, hein, il faudra dépenser tous les deniers que vous avez difficilement gagnés. Deniers qui, évidemment, font partie des quotas à atteindre. Donc, autant vous dire que si vous achetez des trucs, ça a intérêt à valoir le coup. Par exemple, vous pouvez acquérir un téléporteur qui permet de ramener les différents avatars à bord du vaisseau. Mais évidemment, si vous téléportez quelqu'un, tout ce qu'il portait sur lui restera sur place. À quoi ça sert du coup? Eh bien, petit scarabée, sache qu'il faut prouver à la compagnie qu'un membre de ton équipe est mort. Et il faut le prouver en ramenant son cadavre. Parce que si jamais vous ne le faites pas, vous subirez une pénalité sur vos comptes bancaires, ce qui limitera d'autant plus vos chances d'atteindre les quotas. Alors, techniquement, on va pas se mentir,
c'est pas très beau, hein, y a quelques bugs qui traînent, mais en même temps, c'est un jeu qui est très fluide. Il pèse vraiment pas lourd. Pendant nos sessions de jeu, il n'y a pas eu de crash ou quoi que ce soit. Néanmoins, je trouve que c'est un jeu qui ne trouve vraiment son fun que en coopération. En solo, je me faisais chier comme un rat mort au bout de 2 runs. L'inconvénient, c'est que pour le multi, vous avez plutôt intérêt à être dans une équipe de joueurs qui ont le même rythme de jeu que vous. Pour l'anecdote, on était un groupe de 4, 2 habitués au jeu et 2 noobs. Je faisais partie des noobs. Sauf que, ne connaissant pas le jeu, moi, je voulais prendre mon temps pour étudier les mécanismes. Sauf que les 2 experts, eux, ils traçaient leur route. Après, soyons honnêtes, je l'ai pas aimé, parce que je suis pas fan des jeux en multi. Parce que même si le jeu est clairement dégueulasse niveau visuel, hein, on va pas se mentir, qu'il a une mécanique assez répétitive et surtout qu'il n'y a pas de véritable fin, on reste sur un jeu qui a été développé par un gars tout seul. Le sound design est ultra efficace, c'est blindé de bonnes idées, donc si vous êtes fan de multi, ça peut vous éclater. Si vous êtes comme moi, je vous le conseille pas trop. Oh bordel. Franchement, quand j'ai vu passer la jaquette, c'est la curiosité qui l'a emporté. Parce que sérieusement, vous voyez la couverture? Est-ce que vous pensez vraiment combat ou un autre genre de combat? Non, parce que vu la posture des meufs, ça sentait pas le Street Fighter. Hein. Du coup, niveau graphisme, c'est pas moche, c'est... Mais, il y a un côté cel shading pour servir de cache-misère. Les héroïnes sont archi sexualisées pour que dalle. Bon, vous me direz, c'est souvent le cas avec le jeu de combat. Ouais! Mais là quand même, aucune meuf n'a la moindre once de charisme. Ah, pour mater des culs et des nichons, t'as le choix, hein. Par contre, pour se sentir impliqué, ma cache. Pour ce qui est du combat, je suis pas un grand adepte des jeux de fight, donc je serai sûrement pas l'avis le plus objectif là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas compliqué de sortir des combos. T'as une touche pour les coups de poing, une pour les pieds, une pour les prises, et une pour te défendre. Et t'as des pouvoirs spéciaux activables, genre devenir temporairement invincible ou aspirer la vie de ton ennemi. Ouais, en dehors de ça, il n'y a pas le moindre scénario. Là encore, je sais que c'est pas la priorité pour les jeux de fight, mais enfin, au moins une intro. un minuscule début de script pour expliquer pourquoi les meufs veulent se foutre sur la gueule, je sais pas quoi. Pourquoi on combat dans une sorte d'arène virtuelle, c'est nope, nada, que dalle. T'as un système de points que tu gagnes à mesure que t'enchaînes les combats. Points que tu peux dépenser dans une boutique pour acheter de nouvelles attaques spéciales et des biographies de tes personnages. Je vous cache pas que j'ai joué 1 heure. J'ai pas ressenti suffisamment d'attrait pour une seule fille pour continuer à explorer leur passé, donc fuck. À mes yeux, c'est un jeu de baston très très bas de gamme. Et à moins que vous soyez inspiré par les trucs très bof, je vous le conseille pas. Parce que j'irais même pas jusqu'à dire que c'est un mauvais jeu. Parce que pour le peu que j'en ai testé, globalement ça marche. C'est pas parfait, loin de là, mais ça fait le taf. Enfin, le minimum syndical quoi. Du coup, pour moi, c'est plus un jeu bof en fait. Un soft qui a pas vraiment la petite étincelle pour le sortir du lot. Et j'ai vraiment rien de plus à dire dessus en fait. Alors, je pense qu'on tient là un des plus gros rage kits de mon existence. Grosso modo, vous êtes un mercenaire pilote de mecha envoyé sur la planète Rubicon, et je ne pourrais pas vous en dire plus vu que je n'ai pas dépassé la première mission. J'ai jamais joué à un Armored Core de ma vie. C'est littéralement la première fois que je pose les doigts sur la licence. Tu commences le jeu... Bon, tu commences, t'as un petit tuto qui t'enseigne les bases. Le tir principal, le tir des missiles, le sabre laser, l'esquive, le vol. Ok. Au début, je maîtrise. Les mobs ne m'opposent absolument aucune résistance dans la première mission. Bon, ok, j'espère que ça va pas être juste chiant à force. Et là débarque le premier boss. Alors, mes 2 premiers fails, je me dis, bon, je maîtrise absolument pas le jeu, j'ai pas forcément les réflexes, donc si ça se trouve, faut juste que je m'habitue un peu au challenge. Le boss m'a botté le cul à peu près 10 fois de suite. Alors, pour ce que j'en sais, le principe d'Armored Core, c'est que, tu pilotes un mecha. Et donc, si tu n'y arrives pas dans une mission, tu peux revenir et changer la composition de ton engin, genre pour qu'il fasse plus de dégâts, pour qu'il soit plus résistant, ou au contraire pour qu'il soit plus mobile et rapide. Sauf que pour le premier boss, c'est pas possible.
t'es bloqué avec le mecha de base. Si encore ça avait été un système à la Dark Souls où perdre contre le premier boss c'est pratiquement obligatoire, et suite à cette défaite on te donne les moyens de t'améliorer, mais non, en fait même pas, c'est le tu perds contre ce boss, game over, point. Littéralement le jeu te colle un mur de difficulté en mode soit tu réussis à le battre, soit tu peux t'arrêter tout de suite. Bon bah j'ai arrêté. Le premier boss c'est une espèce d'hélicoptère lourd, une espèce de putain de sac à PV, évidemment. Tu es bloqué par des murs invisibles, lui il peut passer au-delà, il te mitraille quasi en continu. Il y a des moments, je me suis mangé une paralysie, je savais pas du tout où ça venait. Et je vais pas essayer de me vanter en mode « Mais moi je suis un joueur d'exception !» Non, moi je suis un joueur lambda, je joue pour le fun. Un jeu trop facile, ça me fait chier, un jeu trop difficile, ça me fait rager. Or, j'ai plus du tout l'intention de faire des crises de nerfs pour des jeux vidéo. J'ai fait et entièrement fini les 3 Dark Souls, j'ai fait Nioh, j'ai fait Bloodborne, Nioh 2 a fini par me gaver et je l'ai arrêté en plein milieu, et ensuite j'ai tenté Elden Ring, j'ai joué une trentaine d'heures, et je l'ai revendu parce que ça me gavait. Parce que, contrairement à l'époque où j'avais fini tous ces jeux, je n'ai plus ni le temps ni la motivation de me plonger en des jeux qui vont me demander d'investir des centaines d'heures dedans. Et des centaines d'heures qui, majoritairement, ne seront pas fun et me feront rager. Je n'ai plus du tout cette patience, je n'ai plus envie de m'emmerder avec ce genre de jeu. Après, je vais pas dire que Armored Core 6 est un mauvais jeu, je suis vraiment pas allé assez loin pour le dire. Et je pense que ouais, si vous réussissez à battre le premier boss assez vite, que vous réussissez à vous faire aux compétences réclamées par le jeu, je pense que vous pouvez vous y faire et prendre plaisir au système. Et c'est d'autant plus rageant pour moi que le premier boss... je me faisais parfois décaniller alors qu'il lui restait un pixel de vie. Vraiment, il suffisait d'un rien pour que j'insiste. Mais à force d'enchaîner les défaites, j'ai compris que si tout le jeu était de ce niveau, merci mais non merci. Donc, si vous êtes fan de jeux au challenge relevé, tentez le coup si vous voulez. Pour moi, c'est non. Bon, là, ça va être difficile de trouver de meilleurs arguments que j'ai pas aimé. Le principe, il est tout simple, vous avez plusieurs séquences d'emménagement où vous allez devoir désempaqueter des affaires pour ensuite les ranger à votre guise dans la chambre, puis l'appartement et la maison. Et on m'en a souvent dit du bien, hein, notamment parce qu'un des principes c'est de comprendre la vie de la personne que l'on suit tout au long de sa vie. Sauf que, je suis quelqu'un qui a ses propres méthodes de rangement. Je suis assez maniaque sur certains points, très bordélique sur d'autres. Genre, mes livres, mes DVD, mes jeux, ils sont rangés par ordre alphabétique de titres. Tu en déranges un seul, t'es mort. Sauf que là, autant j'ai trouvé que c'était assez large en termes de positionnement des différents objets, autant quand t'as fini de tout déballer, c'est pas genre le jeu te dit tu peux tout remettre comme tu veux avant de valider. Non, ce truc là tu peux pas le mettre ici, les beluches tu peux pas les ranger là. Mais je t'emmerde. C'est censé être mes affaires, laisse-moi ranger comme je veux, on dirait ma mère. Donc bref, je vais pas dire que c'est un mauvais jeu, c'est juste que quand on parle de rangement où on te laisse une certaine marge de liberté et qu'on ne me laisse pas ranger à ma guise, eh ben ça m'énerve. Si encore ça avait été un truc du genre, non, la serviette elle se range dans la salle de bain et pas dans la chambre, là ok, j'aurais pu comprendre. Mais non, c'est le truc qui va bien dans la bonne pièce, mais il lui faut cet endroit précis. Donc je vous le conseille si vous êtes un tantinet moins chiant que moi, sinon ça va pas le faire. Dredge n'est pas un mauvais jeu. Il est même plutôt bon en fait. Le concept est simple, vous êtes propriétaire d'un navire de pêche, vous vous êtes paumé dans la zone, et vous allez être confronté à des phénomènes surnaturels très proches de l'univers de Lovecraft. Vous ne contrôlez que votre navire, avec lequel vous allez pêcher plusieurs sortes de poissons, ou draguer les fonds pour récupérer du matériel de craft. Genre du bois, du métal, voire des objets précieux à revendre. Vous aurez également un certain nombre de quêtes à accomplir, et ce faisant, plus vous progressez, plus vous allez devoir faire face à des problèmes. Déjà, il est déconseillé de se promener de nuit, rapport à votre niveau de panique, qui, s'il augmente un peu trop, au mieux peut faire surgir des obstacles de nulle part, au pire faire apparaître des ennemis qui vous one-shot. Oui, c'est une anecdote véridique. Et au fil de vos pérégrinations, vous allez tomber sur des éléments qui ont de fortes chances de vous causer du tort. Monstres marins, menaces climatiques, etc. Le fil rouge, c'est qu'un collectionneur d'objets va vous envoyer aux quatre coins de la map, et chacun de ces objets nécessitera d'accomplir une quête spécifique. Alors autant les deux premières zones ça va, c'est des quêtes plutôt réfléchies je trouve. Autant à partir de la troisième zone c'est va chercher tel type de poisson pour que je te laisse passer. Ce qui perso m'a pas mal refroidi sur le long terme. Sachez aussi qu'il n'y a pas de combat dans ce jeu.
s'il y a des menaces, vous ne pouvez que les fuir, hein. Vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Concept que d'ordinaire j'aime pas trop, sauf que là ça passait. On a une assez grande marge de manœuvre avec la possibilité d'améliorer non seulement les capacités de pêche, mais aussi la résistance et la taille du navire, en plus de sa vitesse. Donc en soi, c'est pas un mauvais jeu, mais j'ai très vite perdu ma motivation à partir de la moitié du jeu, au point que j'ai passé la 4ème île, j'avais même plus envie de prendre mon temps pour explorer le lore et comprendre le fin mot de l'histoire. D'ailleurs, le jeu possède plusieurs fins, je suis tombé sur la plus mauvaise, et j'ai aucune envie de recommencer pour voir les autres. Donc non, sur le long terme, j'ai pas suffisamment pris mon pied sur le soft pour décider d'y rejouer. Et je pense pas que j'y retoucherai un jour. Donc si vous arrivez à passer outre ce défaut, ça peut vous intéresser. Sinon, je vous le déconseille. Encore une fois, en soi, c'est pas un mauvais jeu. Kindergarten, c'est un soft qui vous fait incarner un gamin dans une classe de maternelle, la plus hardcore au monde, puisque pas mal de choses peuvent causer votre mort. Vous êtes coincé dans une boucle temporelle, ce qui fait que chaque journée, les morts sont revenus à la vie et tout recommence à l'identique. Exception faite de certains objets spéciaux qui peuvent être réutilisés une fois que vous avez fini la quête de chaque PNJ. Et autant le début est sympa, on explore les différentes pistes, on découvre de nouveaux indices, de nouveaux éléments, et en soi le concept est très bon. Mais ça m'a gavé. Parce que pour obtenir certains résultats, il faut nécessairement aller au bout de la journée. Et pour réussir la quête d'un PNJ, faut obtenir les bons items, poser les bonnes questions au bon moment, avoir suffisamment d'argent et ne pas gaspiller ses pommes. Donc je vous cache pas que quand vous arrivez à la dernière partie d'une quête et que vous foirez parce qu'il vous fallait un item que vous n'avez pas pensé à prendre, et qu'à cause de ça, vous crevez, ce qui veut dire que vous allez devoir vous retaper toute la quête depuis le début, je vous cache pas que c'est assez pénible. En plus de ça, il faut nécessairement parler anglais, parce que il n'y a pas de traduction en français. Après, c'est pas un anglais ultra technique, donc ça va. Perso, j'ai trouvé le système sympa, mais vite répétitif. Notamment si tu trouves pas immédiatement. Alors ok, t'as un journal d'indices qui se remplit au fur et à mesure, et globalement c'est pas si difficile que ça. Mais le fait de devoir recommencer la journée plusieurs fois de la même façon, à relire en boucle les mêmes conversations, et à ne pas les passer trop vite au risque d'appuyer sur le mauvais choix de dialogue. Donc si c'est votre kiff, je vous invite à tester. Moi, ça m'a relativement vite gonflé. On contrôle une meuf et du coup ça s'appelle wet parce que ça veut dire mouillé. Ouais, je me doute qu'il y a des petits malins qui vont vouloir faire la blague, donc je prends les devants. En fait, ça s'explique beaucoup mieux quand tu comprends que ça vient de l'expression wet work, qui signifie avoir les mains tachées ou mouillées de sang. Et là, d'un coup, c'est plus compréhensible. Donc pourquoi ne pas avoir écrit l'expression en entier? Bref, Wet est un jeu de shoot complètement débile, et qui vous invite à éliminer une montagne d'adversaires de la façon la plus stylée possible. Il est fortement recommandé de sauter ou de glisser au sol pour avoir des bullet time qui vous font récolter beaucoup plus de points de style, points qui vous permettent d'améliorer vos armes et certaines compétences de votre héroïne. Ruby, votre avatar, peut faire des plongeons à la Max Payne, glisser sur les genoux, pourra se mettre à tirer tout en faisant du trapèze ou en glissant le long d'une échelle. Ajoutez à ça que la donzelle possède un katana particulièrement redoutable au corps à corps. Malheureusement, malgré tout son panel de mouvements, la demoiselle a des mouvements assez lourds où elle manque de réactivité. Par exemple, vous avez des séquences d'entraînement pour apprendre à gérer vos armes. Sauf que si pour une raison X ou Y, vous vous plantez, genre vous tombez ou vous sautez au lieu de marcher contre un mur, pas question de vous dire « Oh allez, je regrimpe de là d'où je viens et puis c'est bon, je reprends comme si s'était rien passé. » Non, 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 non. Vous allez devoir refaire presque tout le tour de la zone avant de pouvoir retrouver le chemin emprunté. Sauf que l'entraînement est chronométré. Donc autant charger le dernier checkpoint, ça ira 100 fois plus vite. Plus vous éliminez vos ennemis à la chaîne, plus vous faites monter un compteur de style, et plus le niveau du compteur est élevé, plus les meurtres vous rapportent de points. Le jeu baigne dans une ambiance des films de 70s, un peu à la Grindhouse, hein, si vous connaissez, avec des lois de la physique complètement réécrites, et une héroïne quasi invulnérable. Et ça justifie presque ses défauts en vrai. La VF pas top et parfois désynchronisée, le scénario... Voilà. Je regrette néanmoins qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir plus d'actions stylées. Certes, Ruby peut courir sur les murs et est plutôt efficace avec ce qu'on a,
Mais c'est vrai que sur un jeu qui dure quoi 7-8 heures, on aurait pu avoir plus. Je suis aussi assez mitigé sur le système de rage. Parce que c'est pas un truc que vous allez utiliser par moment pour vous faciliter la tâche. Non, là c'est juste un niveau entièrement en rouge où vous faites la masse de dégâts et où votre compteur n'a plus de limite. Ouais, sympa, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est tellement limité à certains niveaux qui baignent tellement dans le jus de tomate que tu vois pas à 2 mètres que bah c'est pas hyper amusant en vrai. Le jeu réussit quand même à varier un petit peu son gameplay, hein, notamment avec des séquences toujours de shoot, mais tout de même différentes. Par exemple, à un moment, vous avez toute une scène de bataille et course-poursuite sur une autoroute où il faut sauter sur différents véhicules. Il y a une séquence où t'es précipité dans le vide avec un avion qui se crache. Néanmoins, j'aurais un bémol pour ces séquences, puisqu'elles peuvent être assez mal dosées, notamment sur les checkpoints. Par exemple, dans la scène de la chute libre, Ruby essaye d'atteindre un parachute, et donc doit esquiver tous les obstacles sur sa route. Séquence qui dure 2-3 minutes. C'est long de 3 minutes. Et si jamais vous touchez un seul obstacle, vous recommencez du début. Il m'a quand même fallu 4 ou 5 tentatives pour y arriver, hein. Le plus horripilant étant la séquence des mines. C'est toute une zone à escalader pour ne pas toucher le sol parce que sinon c'est mort instantané. Et je sais pas si c'est le jeu qui est bugué, mais parfois, Ruby mourait connement. Alors que j'avais bien joué. Le pire étant un saut, Ruby devait s'accrocher à la plateforme en face, mais n'y arrivait pas. Je me suis foiré 2-3 fois comme ça, et puis au bout d'un moment tu te dis bah non, si j'y arrive pas c'est que c'est pas possible, c'est pas par là. Si, c'est totalement par là. Et au 4e essai, j'ai rien fait de différent, elle a pu s'accrocher. Au final, le jeu est pas particulièrement fun. En termes de maniabilité, même si ça s'inspire de Prince of Persia, les Sables du Temps, on reste très loin de la même fluidité. Je suis désolé, Devil May Cry 1 et God of War 1 étaient largement plus fun en termes de bourrinage. J'ai même le souvenir que Total Overdose m'avait plus amusé que ça. Et tous ces jeux, ils étaient sur PS2. Donc bon, tentative avortée qui aurait pu se révéler un bon défouloir assumant sa débilité, mais qu'aurait nécessité davantage de finition avant sa sortie. Pour un jeu PS2, il y avait des trucs plutôt cool. Le système de balancement est assez bien géré pour l'époque, même si ça vaut pas la version moderne, on est d'accord. Notamment à cause de quelques soucis de caméra et une maniabilité un poil rigide. Mais globalement, ça reste appréciable. Il est cependant regrettable qu'il n'y ait pas de touche dédiée à l'esquive. Tu possèdes ton sens du danger qui t'avertit, attention on va t'attaquer, mais pour échapper à l'attaque, bah t'as pas d'autre solution que de sauter dans une direction pour t'éloigner. Par moment, vous pourrez incarner le puissant Venom, dont le fonctionnement est très différent de Spider-Man. Par ailleurs, il possède la capacité de dévorer des PNJ pour restaurer sa santé. Dommage cependant que la régénération soit aussi faible, hein, vu à quel point ses PV baissent exagérément vite. Alors, au début, j'ai ragé dans le combat de boss contre le Rhino, parce que déjà la hitbox c'est pas génial, et vous avez parfois tendance à prendre des coups, alors que visuellement t'es censé l'avoir esquivé. Mais en plus, j'étais forcé de constamment rediriger la caméra avec le joystick droit, face à un ennemi qui te spam d'attaque, génial. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, tu peux verrouiller la caméra sur le boss. Et oui, là d'un coup, c'est beaucoup plus simple. C'est pas archi facile non plus, hein, toujours à cause du problème de hitbox, mais ça reste mieux. Ceci dit, la caméra reste un des gros points noirs du titre. Je me suis arrêté à un niveau où Venom doit traquer Electro. S'il se éloigne de trop, c'est game over, mais en même temps, si tu le rattrapes trop vite, tu te manges une décharge qui t'envoie à Pétaouchnok. Et te refile une caméra bourrée en prime. Nique-toi. Autre truc pénible, c'est que c'est un open world à point, on va dire. En gros, entre chaque mission, tu vas être obligé de remplir un certain nombre d'objectifs. Genre, tu dois accomplir 3 sauvetages, 2 missions de course, une de baston, et récupérer quelques secrets éparpillés dans la ville. Et déjà, c'est pénible de subir ça entre chaque mission. Mais quand en plus, les missions en question, c'est juste une putain de cinématique, bizarrement, j'étais pas giga chaud pour continuer. Sinon, le découpage global des cinématiques au format de case de BD était singulièrement bien fait. Mais en dehors de ça, à moins que vous soyez très fan de Spider-Man, je vous conseille pas le titre. Il y a quelques années,
J'avais bien aimé le titre Tortue Ninja Shredder's Revenge, même si le jeu avait quand même quelques gros défauts inhérents à un soft de l'époque. Et le problème, c'est que Double Dragon est pareil, mais avec un côté gacha assez horripilant en plus. Je sais pas si gacha c'est le bon terme, hein. On va dire machine à sous. En gros, plus vous progressez dans le scénario, si on peut appeler ça un scénario, en même temps le jeu se prend pas au sérieux, donc on va pas lui reprocher ça. En gros, chaque fois que vous battez un boss, vous avez une sélection aléatoire de bonus. Genre plus de santé, attaque plus puissante, etc. etc. Il faut dépenser de l'argent pour les obtenir, et à chaque magasin, en somme, vous ne pouvez sélectionner qu'une amélioration par personnage. Ouais, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que la moitié de ce que j'avais acheté n'allait pas sur un des deux personnages. Les bonus sont pas communs aux deux héros. Pas top la découverte. Donc déjà, effet casino sur les bonus, ce qui aurait pas été aussi gênant si ça avait été un choix gratuit. Pire encore, plus vous progressez, plus ça devient difficile, et à chaque fois que vos deux protagonistes meurent, les ramener à la vie est là encore payant et coûte de plus en plus cher. Jusqu'à ce que, évidemment, vous n'ayez plus de fric et donc soyez contraint au game over. Même sur les bornes d'arcade, le prix augmentait pas comme ça à chaque mort. C'est quoi cette arnaque? Alors, il y a une mécanique supplémentaire qui fait qu'après votre mort, plus vous avez d'argent, plus vous obtenez des jetons. Jetons qui vous permettent de débloquer des bonus. Quels sont ces bonus? J'en sais rien, vu que j'ai fini par perdre contre le 4e boss, et j'avais plus assez de flouze pour obtenir des jetons. Est-ce que c'était des bonus permanents? Je ne sais pas. Donc si c'est le cas, c'est limite. Faites des parties sans jamais résurrecter vos persos, jusqu'à accumuler assez de jetons pour vous améliorer. Système que je trouve assez chiant, mais bon. L'autre problème, c'est que c'est un système de combat des années 90. Donc ouais, t'as des combos et des attaques spéciales, mais c'est tout. T'as pas de parade, t'as pas d'esquive. Le nombre de fois où je me suis pris des dégâts alors que je voyais l'attaque qui venait, hein, mais impossible d'esquiver ou de bloquer. Pour des pros des arts martiaux, ça la fout un peu mal. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le charme des beat'em all rétro de l'époque. Ouais, mais c'est un charme que j'aime pas. Et le fait que t'aies parfois des zones qui sont blindées d'ennemis qui attaquent dans tous les sens, des fois tu changes de perso pour essayer de préserver le deuxième, t'as pas de micro-temps d'invincibilité. Tu vas direct manger 3 coups dans la gueule. Donc non, je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Après si vous aimez les beat'em all à l'ancienne, avec le côté casino en prime, libre à vous. Parce qu'en soi, le jeu est pas mauvais. Mais j'aime pas. Le pitch est assez intéressant. Vous incarnez une espèce de chien angélique dont l'objectif est de diriger une vague incessante d'humains à travers une série d'épreuves pour atteindre les portes du paradis. Vous possédez donc certains pouvoirs d'avertissement pour dire aux humains de tourner, de sauter, haut ou loin, etc. Parallèlement, dans chaque niveau se trouvent des Goldies, des individus dorés qui, une fois qu'ils sont sur le chemin de vos humains, sont entraînés par le flux. En soi, le principe est sympa. Sauf que certains défauts m'ont très vite gonflé. Déjà le fait qu'on puisse pas mettre sur pause, hein, c'est le... Enfin... Si, tu peux mettre sur pause, mais t'as pas la possibilité de profiter de l'arrêt pour observer les alentours, histoire d'élaborer une stratégie. Et pour ceux qui viendraient se plaindre que ce serait du cheat, on incarne un chien angélique qui peut littéralement accélérer le temps. Donc vos gueules. Par contre, le point que j'ai détesté, c'est qu'on m'interdise d'utiliser mes capacités. Au début, plus vous progressez, plus vous débloquez de nouveaux pouvoirs, hein. Sauf qu'après le prologue, certains niveaux vont vous interdire d'en utiliser certains. Parce que, littéralement, si vous pouvez utiliser tous les pouvoirs basiques, mais t'as aucun problème à finir la plupart des niveaux. En tout cas, les niveaux du premier monde, j'ai pas été au-delà. Donc littéralement, le jeu est obligé de vous priver de vos capacités basiques pour vous empêcher d'avancer trop vite. Si c'était des épreuves, voilà, face auxquelles j'avais pas encore développé ces capacités, j'aurais rien dit. Je les ai pas encore débloquées, donc c'est normal que je puisse pas les utiliser, ok. Mais là, vraiment, c'était... tu as cette capacité, mais on te la reprend dans certains niveaux pour augmenter artificiellement la durée de vie. Je suis désolé, mais moi, j'apprécie pas ce genre de système. Alors, vous allez sûrement me dire, oui, mais dans les options, t'as la possibilité de voir directement la solution. Mais j'en veux pas de la solution! Je le redis, ça me pose pas de problème d'être confronté à une énigme et de chercher la solution par moi-même. Mais à partir du moment où j'ai les mécanismes de base pour les résoudre, mais que les règles sont modifiées pour m'obliger à trouver une autre solution, j'apprécie pas, et j'ai pas l'intention de passer plus de temps sur le soft. Donc si c'est pas un truc qui vous dérange, vous pouvez toujours tenter, hein, le jeu a quand même l'air vachement apprécié, mais si comme moi c'est le genre de détail qui peut vous ruiner l'expérience, je vous invite à faire l'impasse.
j'avais trouvé ce jeu dans une boutique d'occasion, et je me suis souvenu que j'avais déjà le 1 dans ma collection. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait faire une bonne chronique vidéoludique. Ouais, en fait, non. Alors, évidemment, j'ai rejoué au premier épisode, hein, et malgré toutes ces très bonnes idées de précurseurs, hein, parce que, clairement, Mercenaries, c'était un jeu PS2, sorti en 2005, il nous offrait non pas une, mais 2 cartes de monde ouvert, différentes factions avec lesquelles jongler, plein de véhicules, dont des tanks et des hélicoptères, t'avais des bâtiments destructibles, plusieurs fins possibles, et plusieurs personnages jouables. Tu pouvais demander des frappes aériennes pour vitrifier une zone, tu pouvais te commander toutes sortes de véhicules à n'importe quel endroit de la map, en gros, beaucoup de bons points pour un jeu très ambitieux. Surtout pour l'époque. Et après on vient me chouiner, c'est non mais Infamous 2 en fait, c'était un super précurseur, il a innové plein de trucs, c'est Mercenaries a été infiniment plus inventif que lui, et il est sorti 10 ans avant. Bon, après, le premier jeu avait quand même beaucoup d'inconvénients. Notamment le fait que ton personnage était extrêmement fragile. J'ai aussi envie de dire que le système de visée était un peu à l'ouest, mais j'y avais joué avec une manette qui était plus en très bon état, donc je pense que ça venait de là. T'avais pas de GPS, le système d'infiltration était complètement cassé, les différents personnages, bon bah, à part le fait que chacun parle la langue d'une faction différente, t'avais pas tant d'intérêt à privilégier l'un plutôt que l'autre. Et surtout, c'était hyper difficile. Ce n'était juste même pas possible de te mettre à couvert. Alors, je m'en suis rappelé qu'après, hein, mais je n'ai jamais réussi à finir le jeu sans les cheat codes d'invincibilité. Parce que si jamais tu crèves au cours de la mission, même si t'étais à 10 secondes de la fin, c'est mort. Tu recommences toute la mission depuis le début. En comptant depuis le début, c'est-à-dire le trajet pour venir jusqu'à la zone de la mission. Qui est parfois très long. Ah putain, les défauts du jeu, ils me sont aussi vite revenus en mémoire que ses qualités. Hein. Mais en vrai, si tu me dis que demain, on fait un remake de Mercenaries 1, en corrigeant les défauts que je vous ai cités, mais je me jette dessus dans la seconde. Donc bref, Mercenaries 2, suite unanimement considérée comme bof par absolument tout le monde, je l'ai testé juste après, et clairement, les premières heures étaient pas désagréables. Même si on retrouvait grosso modo le même système de jeu. La visée était infiniment plus fluide, donc je touchais plus régulièrement mes cibles. Votre santé peut se régénérer intégralement au bout d'un certain temps. Il y a un peu plus de checkpoints dans les combats, et surtout, il faut l'admettre, absolument tous les bâtiments du jeu sont destructibles. Littéralement, tu as un truc qui t'empêche d'avancer, tu peux le détruire, même si c'est un putain de building. Et visiblement, les personnages ont maintenant vraiment une vraie différence entre eux. Enfin perso, j'avais joué que Jennifer, donc j'ai pas eu le courage de tester les autres. Maintenant, passons aux défauts. Le jeu a pas tant évolué que ça. La difficulté est toujours au rendez-vous, vous vous faites systématiquement mitrailler de tous les côtés, votre santé baisse très vite, et vous n'avez toujours pas la possibilité de vous mettre à couvert. On a reproché au jeu d'avoir beaucoup de bugs. Je vous avoue que j'en ai pas vu tant que ça. Même l'IA que beaucoup disaient comme végétative, non. Elle m'a semblé plutôt dans la norme de ce qui se faisait à l'époque, du moins dans la continuité du premier. Par contre, il y a un énorme défaut qui m'a fait péter un câble. C'est littéralement la raison pour laquelle j'ai rage quitte le jeu, quoi. Dans le premier jeu, quand vous vouliez appeler un soutien aérien, vous appuyez sur une touche directionnelle, ce qui fige le temps, histoire que vous puissiez trouver ce qui vous intéresse. Une fois ceci fait, vous validez, et vous vous retrouvez avec, on va dire, l'objet d'invocation dans la main, un fumigène, un pointeur laser, un guidage satellite, que vous pouvez ensuite utiliser quand bon vous semble. Sauf que pour Mercenaries 2, le temps ne s'arrête plus. Alors ça pourrait être justifiable, sauf que combiné au défaut suivant, ça ne l'est plus. Puisque si vous sélectionnez une attaque aérienne qui nécessite un fumigène, celui-ci sera automatiquement lancé dès la sélection. Donc déjà, la première fois que ça vous arrive, vous perdez connement une invocation pour que dalle, mais ensuite, imaginez, vous avez besoin de lancer une frappe d'artillerie dans une zone remplie d'ennemis. Ok, vous devez donc vous précipiter au milieu de la zone, vous immobiliser, parce que sinon vous ne pouvez pas sélectionner les frappes aériennes, puis sélectionner rapidement votre frappe d'artillerie et la valider, pour que votre mercenaire la lance, et ensuite vous rebarrez avant de vous faire tuer. Sauf que je vous le rappelle, le temps ne s'arrête plus quand vous sélectionnez votre frappe aérienne. Donc ce sont de précieuses secondes où vous vous faites mitrailler pour rien. Le premier jeu était infiniment plus réussi à ce niveau. Donc bref, Mercenaries 2 est beaucoup trop frustrant et n'a pas assez d'innovation pour donner envie de découvrir l'histoire. Qui s'orientait clairement vers du nanar, hein, ça. Et si vous vous demandez si je compte toujours en faire une chronique vidéoludique, la réponse est non. J'ai pas assez de matière scénaristique pour avoir des trucs à dire, et il y a
pas vraiment de lore à étudier en fait, hein, littéralement, vous pourriez commencer direct par le 2, que ça aurait aucun impact. Donc, tant pis. Ça me fait un peu chier, parce que ce jeu-là, ça fait un moment que je lorgnais dessus. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas trop, j'aime bien les jeux de gestion-stratégie, notamment façon Frostpunk. Et le concept de gérer un hôpital pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était une boucherie sans nom, bah ça avait du potentiel. Anecdote, je commence à peine le jeu, il plante et se ferme. Ok, déjà ça pue. Bon, j'ai retenté, hein, là ça s'est mieux passé. J'ai joué pendant environ 1h30, et non. Déjà, dès le didacticiel, ça partait mal. Tu as énormément de trucs à prendre en compte, vraiment dans les premières minutes. Et désolé, mais c'est très fouillis. À plusieurs reprises, je me suis embrouillé dans le système des affectations. Pour comprendre le fonctionnement, il y avait beaucoup de questions qui, à mon sens, étaient vitales à l'instant où je me trouvais. Et j'avais aucune explication. Genre, j'avais qu'un seul toubib, le déjà fatigué. Et d'un coup, t'as 4 patients à opérer. Tu sais qu'après une seule, le praticien il va être à 2 doigts de tomber dans les pommes, donc... peut-être qu'on va me dire ce qui va se passer, me donner des conseils. Non, que dalle. Alors oui, c'est censé être un jeu qui te fout la pression. Et l'idée que, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais sauver tout le monde. Ok, j'en ai conscience. Mais laissez-moi au moins intégrer les bases. Alors, autre petit défaut, à mon sens très handicapant, il n'y a pas de raccourci pour la pause. En tout cas, j'ai pas trouvé. D'ordinaire, un jeu de strat, si tu veux le mettre en pause, t'appuies sur la barre d'espace. Par là. T'as des raccourcis pour les différentes vitesses, mais la barre d'espace ne met pas le jeu en pause. Il faut nécessairement utiliser la souris pour cliquer sur le bouton correspondant. Dans un environnement où tu vas être sous pression 90% du temps, magnifique idée. Bref, là encore, je peux pas dire que le jeu soit mauvais de bout en bout, mais clairement, l'heure et demie que j'ai passé dessus m'a pas du tout inspiré confiance. Donc si vous êtes prêt à tenter l'aventure, je vous inciterai à attendre que le prix baisse beaucoup plus, histoire de pouvoir franchir la barre des 2 heures de remboursement de Steam sans avoir de regrets. Ça me gave. Ça me gave parce que le début du jeu est cool. Sauf que c'est seulement après plusieurs heures que tu te rends compte que le jeu est pas fait pour toi. Vous incarnez un vampire, tout juste sorti d'un sommeil séculaire. Vous êtes encore tout faible, et il va vous falloir récupérer votre puissance d'antan, vous créer votre forteresse et conquérir le monde. Où est le souci? J'y viens. À la base, le jeu est pensé pour du multi, mais vous pouvez y jouer en solo. Le premier problème, c'est l'écoulement du temps. Au bout d'un moment, le jour se lève, et ces rayons sont dangereux pour votre santé. Sans parler du fait que si vous vous trouvez dans une zone que vous avez vidée de ses habitants, ils finiront obligatoirement par rip-hop. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de pause. Imaginez, vous êtes en train de jouer, et vous devez vous éclipser 10 minutes. Besoin naturel, on vous appelle pour une raison X ou Y, bref. Si vous êtes en plein combat, vous continuez à vous faire tabasser. Pour l'exemple, il m'est déjà arrivé au début de devoir abandonner ma partie, je reviens 5 minutes plus tard, et ah bah mince, vous avez été tué par les rayons du soleil. Après c'est moins punitif qu'un Souls, hein, tu laisses ton équipement sur place mais il disparaît pas à la prochaine mort. Il n'empêche que c'est assez pénible, notamment quand vous pouvez pas jouer tranquillement à votre guise. En multi je peux comprendre, en solo c'est pas excusable. Autre souci c'est que vous êtes soumis au temps qui passe. Quand il fait jour, vous êtes obligé d'attendre que la nuit tombe. Alors vous avez bien des cercueils dans lesquels vous pouvez dormir, sauf que dormir ne fait pas passer le temps plus vite. Vous devez quand même attendre. Littéralement, le cercueil ne sert à rien. Alors perso, moi quand il faisait jour, mon perso allait se coucher, et pendant que le jeu tournait, je faisais autre chose. J'attendais juste la cloche de la tombée de la nuit pour me dire « c'est bon, tu peux revenir jouer ». Ouais, super. Après, l'idée de la gestion du soleil est plutôt bien pensée, notamment parce que pendant la journée, le soleil bouge. Donc, les ombres vont évoluer au fur et à mesure. Pareil avec le fait que vous pouvez récupérer pas mal de ressources en coupant des arbres par exemple. Le truc c'est que les arbres, c'est ce qui fait de l'ombre. Donc si vous décaniez une forêt pendant la nuit, faut pas vous étonner qu'au lever du jour, il n'y a plus rien pour vous abriter. Alors, autre souci, c'est que l'évolution de votre vampire se fait non pas par le gain d'expérience, mais par l'amélioration de l'équipement. Alors que pour le coup, il y aurait une logique à lui faire gagner des niveaux au fur et à mesure que votre vampire se bat et boit le sang d'ennemis de plus en plus puissants. Sauf que c'est pas le cas. Vous devez constamment farmer des matériaux pour vous fabriquer de meilleures armes et armures, qui, elles, vous permettent de devenir plus fort et résistant. Alors, l'importance de l'équipement, je dis pas non, hein, mais qu'absolument tout passe par là, je suis pas convaincu.
Truc très con, tu réussis à vaincre un ennemi qui a 10 niveaux de plus que toi. En théorie, ça te permettrait de gagner un bonus d'XP. Au-delà de la fierté, tu aurais une raison de te frotter à plus fort que toi. Sauf que là, non. Tu gagnes quelques loots un peu intéressants, mais vu que c'est majoritairement des matières premières, bah ça a une utilité très relative en fait. Après, il y a un système qui gère des bonus en fonction du sang que vous buvez, selon que ce soit le sang d'un brigand, d'une brute ou d'un animal. Vous débloquez des bonus passifs. J'avoue que si sur le papier l'idée est intéressante, en pratique je suis pas trop convaincu. Hein. Peut-être que les bonus sont beaucoup trop minimes pour être perceptibles, mais j'admets que je me nourrisse d'humains ou de chevreuils, bah ça me donnait pas l'impression d'avoir plus d'impact que ça en fait. Le nombre de sortilèges est assez limité, je trouve, pour un jeu qui est quand même majoritairement du hack and slash. Se restreindre à 3 emplacements de sorts, c'est un peu radin quand même. Surtout quand tu vois la quantité de magie disponible. Après, une des grosses innovations de V-Rising, c'est que tu peux te concevoir ton propre château de vampire façon Dracula. Le mauvais point, c'est qu'absolument tout passe par le craft. Et moi, le craft, c'est une mécanique qui a tendance à me gonfler. Parce qu'autant tu débutes, il te faut un peu de bois, un peu de roche. Ok, c'est un peu chiant, mais on t'en demande pas plus. Après, il faut construire des murs en pierre, et pour ça, il faut raffiner les matières premières. Et le problème, c'est que le raffinage, il est pas instantané. Ça peut prendre plus ou moins longtemps, genre entre 15 et 30 secondes, pour raffiner un truc. Bon, après, c'est de l'automatique, donc pendant que le craft se fait, t'es libre de parcourir la map pour aller faire autre chose, quoi. Mais mine de rien, ça dure quand même un moment. Et là encore, tu peux pas accélérer le temps en dormant. Pareil pour la gestion des armes et des armures. Quand tu vois au bout d'un moment la quantité de matériaux raffinés qu'il te faut, Dans ma première partie, au bout de quelques heures, j'avais réussi à me faire un château de niveau 2, avec des murs et du sol en pierre, hein, ce qui enfin te protège du soleil. Puis le jeu me dit, il faut maintenant activer un téléporteur. Ok, d'accord, alors il te faut ça, ok, plus de la poussière de tombe, que tu obtiens avec le broyeur. Mais ton broyeur, tu peux pas encore le faire. Il faut d'abord que tu augmentes le niveau de ton manoir. Et pour ça, il te faut du verre, des bijoux, va te faire foutre. Juste, va te faire foutre, j'en ai marre. Tout ça, c'est ce que je me disais au cours de ma première run. Et je me suis rappelé qu'au lancement d'une nouvelle partie, tu as la possibilité de gérer tout un tas de règles de l'univers. Ce que j'avais pas tenté de bidouiller pour la première fois. Donc, je me suis dit, par honnêteté intellectuelle, je vais voir si je peux me faire le jeu en limitant autant que possible le système du craft. Et bah c'est largement mieux, mais même là, ça reste long et répétitif. Et beaucoup de points restent pénibles. Par exemple, les téléporteurs sont complètement inutiles. Vous avez interdiction de vous TP parce que vous portez certains objets. Quels sont ces objets ? J'en ai aucune idée, y a rien qui l'indique. Du coup, le seul moyen de se TP, en fait, c'est d'y aller quasi à poil. Là encore, dans un jeu qui te demande de transmuter des tonnes de matières premières, super idée. Et en plus, le jeu vous incite à faire régulièrement des allers-retours. Sauf que ces allers-retours sont très longs, et votre personnage est assez lent. Même quand vous avez débloqué la forme de loup, qui est censée être la plus rapide, bah c'est pas génial non plus. Ou alors, dernier point, les boss rip-hop au bout d'un certain temps. En soi, c'est pas particulièrement gênant, hein, même si je vois pas trop l'utilité en solo. Et le truc, c'est que je voulais me faire un dernier boss avant d'aller me coucher. J'ai réussi à le vaincre, il me reste plus qu'à l'achever. Manque de bol, des mobs débarquent à ce moment-là, des mobs assez costauds, qui réussissent à me buter. Bon, je me TP pas loin, je retourne dans la zone, et le boss a disparu. Ok, donc je traque son sang pour essayer de le retrouver, et là le jeu t'annonce, le boss réapparaîtra dans 7 minutes. Mais c'est mort en fait, j'attends pas 7 minutes, hein, moi j'aime pioter. Bref, le jeu m'a gavé. Mais je peux comprendre que ça peut vous plaire si vous êtes fan de craft, de hack and slash et de multi. Des genres qui moi me gonflent assez vite, mais je trouve malgré tout que le soft a sa propre patte. Quelques idées sont particulièrement bonnes, mais même en tentant le jeu avec le craft minimum syndical, j'ai fini l'acte 1, j'ai vu tout ce qui me restait à faire, j'ai fait... ouais, non, ça me gonfle. Je m'arrête là. Bon, il se trouve qu'un pote m'avait conseillé ce jeu. Et à ce pote qui, je sais, regarde les vidéos, je t'en veux encore. Le pitch, c'est qu'un bonhomme décide d'aller en enfer pour se concevoir un harem de démons. J'avais l'espoir d'un système de stratégie, de romance ou de gestion, et pas du tout. C'est un puzzle game, qui m'a fait péter un câble dès le 3e niveau. Et c'est un point que je comprends pas. C'est que vous avez la possibilité de skip les puzzles.
pas d'avoir des indices ou des aides, non, de les passer complètement. À un moment où vous affrontez un boss, vous pouvez vous mettre en God mode pour le finir. Si vous êtes une grosse feignasse comme moi, le jeu peut se terminer en une petite heure, et il est entièrement gratuit. Donc si vous voulez le tester pour vous faire votre avis, c'est possible. Pour ma part, le puzzle game vous inflige une limite de déplacement qui est calculée de manière à être la plus chiante possible. Si j'avais eu la possibilité de me déplacer à ma guise là pour tester les possibilités, ça m'aurait peut-être pas autant gonflé. Le jeu est entièrement en anglais, donc vous avez quand même intérêt d'avoir un bon niveau pour comprendre les quelques dialogues, mine de rien. Sauf qu'une fois arrivé à la fin du jeu, j'ai vraiment eu l'impression que ça avait servi à rien. Perso, le jeu ne m'a pas amusé, je me suis pas attaché au personnage, je trouvais ça ni drôle ni prenant, donc c'est niet. Je vous le conseille pas. Temps passé sur le jeu, 15 minutes. Alors, Wanted Dead est une uchronie, à ce que j'ai compris, où l'URSS a eu l'air de créer ses propres androïdes. C'est vraiment tout ce que j'ai pigé de l'intro. Ensuite, on incarne l'agent Hannah Stone, qui est contrainte de rallier une équipe en charge de je sais pas quoi, et j'en ai pas grand chose à carrer. Le truc c'est que, dès le début, le jeu a foiré son coup. Il est censé être compatible avec une manette PC, il a jamais été foutu de repérer la mienne. Et la gestion du clavier souris, je pense que c'est une des pires que j'ai pu expérimenter sur un jeu PC. Déjà, n'espérez pas modifier les touches, les commandes sont préprogrammées. Donc si vous jouez avec un clavier AZERTY, eh ben vous êtes bon pour le reparamétrer. Ensuite, votre personnage est censé pouvoir se battre au fusil mitrailleur et au katana. Le clic gauche sert à tirer, le clic droit à viser, ok, et le katana utilise la touche centrale de la souris. Quoi ? D'ailleurs, la gestion des touches est particulièrement zarbe, voire contre-intuitive. Genre la parade, qui est sur la touche Shift. Et courir, c'est la touche Contrôle. Donc déjà, ça partait mal. Et ensuite vient le jeu en lui-même. Bordel, ce que le perso est lourd. Les mouvements sont pas fun, ça manque de fluidité. T'es censé pouvoir te mettre à couvert, sauf que les couvertures potentielles sont pas instinctives. En gros, si tu te mets derrière un mur, ton perso est censé automatiquement se planquer derrière. Sauf que les 3/4 des obstacles qui pourraient servir de couverture ne fonctionnent pas. Du coup, tu te fais canarder. Dès le premier niveau, les ennemis réclament un bon paquet de balles et de coups de katana dans la tronche pour clamser. Littéralement, dès la deuxième salle, même pas la deuxième scène, hein, non, la deuxième salle, j'avais utilisé mes 2 medipacks et j'avais plus de munitions. Donc quand je suis mort 30 secondes plus tard, ok, je m'arrête là. De toute façon, j'ai aucune envie de continuer. Alors, peut-être que si vous insistez, ça peut valoir le coup. Mais en vrai, je pense que si un jeu te hurle à la gueule pratiquement dès l'intro qui va pas être fun, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'il s'améliore. Je vous dis pas que ce sera de la merde de A à Z, hein, peut-être que si vous passez outre les défauts que je vous ai cités, il y aura de la qualité derrière. Mais honnêtement, j'y crois pas. J'en ai marre des déceptions. Oui, parce que Headhunter, il fait partie des jeux que j'aurais adoré tester étant jeune, mais que j'ai jamais pu mettre la main dessus pour une raison X ou Y. Le titre vous invite à incarner un chasseur de primes lâché dans un open world, où un des principaux objectifs est de résoudre le meurtre d'un giga chef d'entreprise tout en récoltant du fric en capturant des criminels. Franchement, l'univers a l'air cool. C'est un peu une dystopie à la Robocop, avec des flash infos ultra caricaturaux et partiaux, une multinationale qui gère la sécurité, des insinuations sur des puces qu'on pourrait implanter dans le crâne pour contrôler les pensées. Donc, franchement, je regrette de pas être allé plus loin. Parce qu'en termes de gameplay, ça coince. En gros, vous êtes lâché dans la nature et on vous incite à passer des tests pour obtenir les différents permis de chasseur de primes. Et je me suis arrêté là, parce que ça puait la merde. Alors, soyons honnêtes, hein, pour l'époque, c'était probablement très bien foutu. Et peut-être que si j'avais joué à cette période, j'aurais beaucoup plus apprécié. Mais à l'heure actuelle, je trouve le système à chier. Déjà, la caméra, hein, tu ne peux pas la contrôler. Le joystick droit ne fait que gérer l'équipement de tes armes. Super! Le seul moyen de bien voir là où tu veux voir, c'est de foncer en avant jusqu'à ce que la caméra se repositionne derrière toi. Magnifique! Donc évidemment, si tu veux réussir à voir où sont tes ennemis avant de te faire flinguer, tu l'as un peu dans l'os. Il y a un système de couverture, probablement un des plus infects que je connaisse.
En gros, tu peux t'accroupir à condition de garder la touche appuyée. Sauf que tu as parfois des murs à mi-hauteur, hein, c'est le truc, il s'arrête là, quoi. Donc, tu dois te plaquer devant et t'accroupir pour être complètement à couvert. Sauf que dans ces conditions, tu ne peux pas te déplacer. Si tu veux bouger alors que tu te protèges comme ça, ton perso va automatiquement se remettre debout, mais en restant collé au muret, pour se déplacer de profil. Sauf que du coup, vous êtes à découvert, et les ennemis, ils en profitent pour vous plomber le cul. Donc ça ne sert à rien. S'ajoute à ça le système de visée. Alors pour le coup, le héros va automatiquement loquer les cibles à portée. Hein, d'un point de vue RP, c'est logique. Hein, le gars est quand même censé être entraîné. Sauf que il vise pas droit. En fait, à ce que j'ai compris, il faut que tu cibles ton adversaire pendant 1 ou 2 secondes, ce qui fait que le réticule de visée se réduit, ce qui améliore ta visée. Pourquoi pas? Sauf que quand il vise, votre perso est obligatoirement à découvert. Donc, vous mangez des tirs en visant, et si, comme moi, vous essayez de pallier en tirant vite et beaucoup, 75% de vos tirs vont dans le décor. En plus de ça, déjà, quand vous êtes, par exemple, en couverture derrière un demi-mur, là encore, il faut obligatoirement être à une extrémité ou à une autre pour pouvoir tirer. C'est impossible de tirer par-dessus la protection. Et pour conclure tout ça, vous avez parfois des soucis à trouver vos cibles. No fake, hein, pendant une des premières sessions d'entraînement, mon perso se fait emmerder par un gars situé à 1 mètre de lui, sur sa gauche. Réflexe logique, je dégaine, hein, j'ai un lock automatique donc autant en profiter, et mon perso braque le vide. Il fallait que je me tourne complètement vers l'ennemi pour que mon avatar réalise sa présence. Donc, est-ce qu'il est possible de s'adapter au gameplay après quelques heures? Peut-être, mais j'ai aucune envie de m'infliger ça pendant des heures. No way. Donc non, je ne vous le conseille vraiment pas. Vous savez, un gros avantage de jouer sur émulateur, c'est que les jeux sont gratuits. Et quand il s'agit de tester des titres qui, clairement, s'étaient fait défoncer par la critique à l'époque de leur sortie, c'est préférable de pas avoir à débourser 1 centime dessus. Bref, le jeu est une adaptation du film Jumper, qui racontait l'histoire de personnes avec un pouvoir de téléportation. Et la bonne, voire très bonne idée du jeu, c'était justement de ne pas se contenter de repomper le scénario du film, et de nous faire incarner un autre personnage. Et le jeu a choisi de recourir à un habillage cel shading pour ses graphismes, ce qui peut donner un style, à condition que ce soit un minimum beau de base. Là, c'est moche. Je suis désolé, mais y a pas grand chose d'autre à dire. C'est moche, c'est raide, il y a des oublis d'animation, il y a des bugs graphiques, à un moment, faut dire la vérité, quoi. Le soft était censé tourner entièrement autour du pouvoir de téléportation. De mémoire, on nous vantait qu'il y aurait 3 moyens de se TP. En choisissant sur une carte, en sélectionnant un lieu devant nous pour nous y rendre instantanément, et pendant les combats pour rendre les ennemis complètement chèvres. Et les 3 sont nuls en fait. Imagine, t'as des ennemis qui t'arrivent en face. Tu décides donc de te TP derrière eux pour les surprendre. Ils se retournent instantanément. Donc s'ils ont des armes à feu, ils te tirent dessus aussi sec. Quel intérêt? Les combats sont mous et lamentables. Le fait d'avoir ton perso qui se TP à chaque coup ne rend absolument pas justice au film, qui était déjà pas exceptionnel, mais qui avait le mérite d'avoir quelques scènes impressionnantes. Les attaques spéciales sont lamentables, le saut n'a pas été implémenté, j'ai joué 1 heure, et j'ai dit stop, c'est mort, c'est mort, je vais pas me taper une dope pareille pendant 10 heures. Donc non, clairement, les critiques et les notes désastreuses accumulées par ce titre étaient parfaitement justifiées, je dirais même qu'ils ont parfois été beaucoup trop gentils avec. Donc, prions pour qu'un jour, on ait droit à un titre qui joue bien avec la téléportation, parce que c'est pas celui-là. Celui-là, mon dégoût est d'autant plus élevé que tu te rends compte du problème qu'après environ 3-4 heures de jeu. Donc, si tu l'as acheté sur Steam, et que tu veux te faire rembourser, c'est mort. Le principe, c'est que vous allez contrôler un train qui doit se rendre à Vladivostok, et donc traverser toute la Sibérie. Il faudra faire gaffe à vos ressources, gérer votre carburant, votre nourriture, vos médicaments, améliorer certains éléments de la locomotive et différents wagons histoire de résister au froid,
Parfois, vous devrez agir contre des infestations ou des dégâts, et par moments, vous pouvez arrêter le train pour envoyer des escouades vers des points d'intérêt. Genre dans une forêt pour ramasser du bois, vers un lac pour pêcher, etc., etc. Et aussi quelques missions pendant lesquelles vous allez contrôler une escouade de soldats en live, avec une pause tactique, pour accomplir certains objectifs. Et c'est à ce niveau que ça va chier. Le principe est que vous devez gérer les différents soldats de votre escouade en solo ou en groupe sur une petite map. Et généralement vous avez des ennemis à abattre. Il faudra rester relativement discret, hein, éliminer les ennemis avant qu'ils ne déclenchent l'alarme, et surtout bien vous mettre à l'abri, histoire d'éviter que vos soldats se prennent trop de balles. Et autant, tu joues les premières heures, ça va. C'est hyper simple, c'est même un peu simpliste en fait. J'avais tout mis en facile, pour découvrir bien sûr, hein. Donc pendant une seconde je me suis dit, bon, on va peut-être relever un petit peu le niveau de difficulté, sauf que j'ai eu un flashback de Hard West 2, et je me suis dit, non, attends quelques heures avant de mettre la difficulté en normal. Eh ben j'ai bien fait. Parce qu'est alors arrivée une mission un peu costaude, moi je prévois le coup, hein, je mets le maximum de soldats compétents et reposés dans mon escouade, et je les envoie au turbin. En gros, t'as plusieurs collines remplies d'ennemis, hein, des systèmes d'alarme, plusieurs objectifs, bref. Alors moi, naïvement, je me dis, bah c'est cool, j'adore me la jouer discret. Le système de discrétion est, au mieux, un des pires que j'ai pu voir dans ce style de jeu. Et au pire, il est tout simplement inexistant. Non, sans déconner. À plusieurs reprises, j'ai voulu tenter de conquérir une première colline, j'ai même pas le temps de l'escalader, bam, je me fais repérer. Bon, ok, on va dire que c'est ma faute, j'ai pas dû faire gaffe, je recharge. J'utilise mon éclaireur pour bien vérifier où sont les ennemis, ok, bam, repéré. Ouh là, ça commence à puer cette histoire. Et c'est là qu'est le problème. Les ennemis vous repèrent de très loin. Je vous jure, tous mes persos étaient en mode discret, ils étaient planqués derrière des abris pleins, donc logiquement t'es même pas visible. En plus de ça, il fait nuit, on est en pleine forêt, et là t'as un garde ennemi à 200 mètres et tu effleures son champ de vision. Alarme! Alarme! Putain, quand j'étais gamin, je jouais à Commando, qui était pas le jeu le plus facile du monde, et même là, le champ de vision des ennemis était pas aussi étendu. Après, je me suis demandé si les persos avaient pas d'autres compétences à activer, genre pour s'allonger au sol et être le moins visible possible, ou alors balancer des objets pour détourner l'attention des gardes, c'est que dalle. J'en parle aussi, le système d'abri est très aléatoire et franchement pas complet. Je suis de l'école XCOM, donc pour moi, tu dois pouvoir te planquer derrière le moindre élément de décor. Quitte à ce qu'il soit pas solide et qu'il parte en miettes au moindre coup de vent, hein, ça je dis pas. Là, c'est pas le cas. Genre tu vas arriver devant un muret de pierre, tu peux te planquer derrière, mais pas devant. Oui, sauf que si je veux être à l'abri des ennemis, bah il faut que j'aille devant, pas derrière. Tu peux pas, et t'as beaucoup trop d'éléments de décor, derrière lesquels tes soldats devraient être en mesure de s'abriter, ou à minima de se planquer, mais non. Il y a aussi eu un bug. Si jamais t'envoies un groupe vers un slot de plusieurs abris, il est fort probable que certains de tes hommes refusent de se planquer. Non, tu as donné l'ordre à trop de soldats en même temps, et j'estime que ça ne me concerne pas. Donc les mecs, ils vont rester debout en pleine zone ennemie alors qu'ils peuvent se faire canarder à n'importe quel moment. Génial. Et maintenant qu'on parle de bug, normalement tu as le fusilier, qui possède la compétence charge à la baïonnette, qui est la meilleure méthode pour buter un ennemi qui est planqué derrière un abri. Moi j'aurais tendance à penser que si tu l'utilises, t'as 90% de chance de te manger une balle, mais bon, on n'a pas dû avoir les mêmes cours sur la Première Guerre mondiale. Sauf que, à un moment, je l'utilise, mon fusilier se précipite sur sa cible, et alors qu'il n'est plus qu'à 2 mètres de l'ennemi, il s'arrête. Et il reste debout au milieu du terrain, c'est un mitraillé. Ah non, mais moi j'ai fini ma journée, hein, je bouge plus. T'as aussi pas mal de bugs de collision. C'est-à-dire que si les persos ont un pattern de déplacement pour aller vers l'endroit que tu leur as désigné, ils vont s'y rendre, et hors de question de faire le moindre détour. C'est-à-dire que s'il y a un obstacle sur la route, bah ils vont continuer à courir contre l'obstacle. Magnifique. Pendant cette même mission d'ailleurs, hein, c'est elle qui m'a fait le plus rager, donc je continue à en parler, ça a été la première fois où j'ai pu choper des véhicules. Alors moi, plein d'espoir, vu que j'avais une patrouille à dézinguer, je me suis dit que j'allais leur foncer dedans avec le camion. Ça marche pas. Tu peux pas le faire, c'est pas possible. Peut-être qu'à un moment, les véhicules ont leur utilité dans le jeu, mais déjà si tu peux pas faire ça... Bref, pour moi c'est une très grosse déception. Et avant que les gens Kevin viennent me dire que je sais pas jouer, et que eux ils l'ont fini en mode ultra hardcore avec une main dans le slip, moi je joue pour jouer, pas pour me sentir puissant. Et à partir du moment où tu estimes que ton mode facile est tellement simple qu'il faut l'appeler tourisme, et qui te sert à te concentrer sur l'histoire plutôt que sur le gameplay, désolé mais il y a un problème. Alors on sait jamais, hein, si un jour les développeurs choisissent d'améliorer la gestion de la difficulté, hein, c'est probable que je redonnerai une chance au jeu, comme ça a été le cas pour Ixion. Mais en attendant, si vous n'êtes pas fan de la difficulté hardcore,
je vous le déconseille très très fortement. Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu dégringoler à ce point? J'avais joué au premier Spider-Man, et j'avais kiffé. Certes, le gameplay est pas parfait et assez répétitif par moments, mais ça marchait. Et le scénario était excellent. J'avais eu peur avec Miles Morales en voyant à quel point il avait chuté niveau qualité, hein. Et j'espérais que ce serait juste un défaut du spin-off, hein, et que ça aurait pas d'impact sur le vrai épisode 2. Putain de merde. Bon, par où je commence? Niveau technique, bon, déjà t'as quelques bugs, hein. J'en ai eu un gros dès le premier combat contre l'homme sable. Mon perso s'est retrouvé coincé dans la texture et ne pouvait plus bouger. Super comme premier contact. Et ça arrive régulièrement que tuer des ennemis qui se retrouvent coincés à l'intérieur d'un bâtiment. Le problème, bah c'est que pour finir la mission, tu dois obligatoirement buter tout le monde. Et comme les mobs ne sont plus accessibles, bah tu peux recommencer la mission depuis le début. J'ai aussi eu quelques soucis avec le doublage, avec quelques phrases de Morales qui étaient plus doublées. Comme ça, au beau milieu d'un dialogue, d'un coup il se met à parler en anglais. Ok, d'accord. Bon. J'ai aussi un problème avec la plastique des visages. On a vraiment atteint un palier parce que là, je trouve que les visages des personnages sont très plastiques, parfois même manquent de vie. Genre la première rencontre entre Peter, MJ et Harry, mais c'est merde. Ils ont autant de vie dans les yeux qu'un poisson mort. Alors pas toujours, hein, la plupart du temps ça passe. Mais il y a des moments... oui. Autre problème récurrent avec les open world, hein, dis donc, c'est que le jeu vous chie de tétratonnes d'ennemis à la gueule, ennemis qui vont vite nécessiter beaucoup de coups pour crever. Passons outre les simples malfrats qui peuvent parer les attaques de Spider-Man. Vous avez déjà vu un loupard réussir à causer la moindre difficulté à l'homme araignée dans un film? Non? Bah c'est peut-être pour une bonne raison. Et comme avec God of War Ragnarok, c'est d'autant plus chiant que dans les cinématiques, Spidey n'a aucun problème à les one-shot. C'est merci la dissonance. Et venez pas me dire, c'est ouais, mais c'est des chasseurs de Kraven, ils sont particulièrement résistants, c'est ta mère. Mary Jane arrive à les one-shot avec un taser. Et Miles Morales, c'est pas foutu de faire pareil. Si vous vouliez rendre les chasseurs de Kraven vraiment marquants, faites-les agir comme de vrais chasseurs. C'est-à-dire qu'ils vous tentent des pièges, qu'ils utilisent les faiblesses de Spider-Man contre lui, etc. D'ailleurs, MJ qui s'infiltre dans le camp de Kraven, qui est rempli de chasseurs ultra expérimentés capables de traquer les plus grands fauves dans les milieux les plus hostiles du globe, mais qui se font filouter par une rouquine. Super. Alors si encore Spider-Man devenait vraiment plus efficace en combat avec le costume noir, j'aurais rien dit. C'est une caractéristique du symbiote, hein, il démultiplie la puissance de son porteur. Pas là. Enfin si, mais dans les cinématiques. En gameplay ça change que dalle. Alors oui, il y a une super capacité, hein, qui permet au costume noir d'ignorer toutes les défenses et de frapper plus fort, mais il est toujours pas foutu de one-shot un adversaire purement humain. Et je jouais en ultra facile. Il y a un système de base d'ennemis, hein, comme d'hab dans les open world j'ai envie de dire, avec des sous-objectifs permettant de l'affaiblir. Sauf que la moitié du temps ça marche pas. Par exemple, j'ai désactivé les communications de la base, ce qui m'assurait que les ennemis ne pourraient pas appeler de renfort. Je me fais repérer, et les ennemis appellent du renfort. Donc, les boss sont répétitifs, hein, littéralement les affronter c'est du bourrinage, et quand leur santé atteint 0, t'as une cinématique, le combat reprend, et le boss a retrouvé toute sa vie. Va te faire foutre Spider-Man, va te faire foutre. T'as une séquence de baston avec Venom aux commandes, le mec qui est censé être la pire menace de l'univers, il galère face à des dizaines d'humains lambda, qui en plus nécessitent plusieurs coups pour crever. Lui au moins, il a pas à gérer les boucliers, les lames et les brutes. Encore heureux. Après, au-delà des problèmes des ennemis, le système de combat en lui-même, j'ai rien à redire dessus. Le Spider-Sense et l'esquive marchent au quart de tour, les deux Spider-Man sont hyper agiles, le système de balancement est absolument parfait. Bon, la jouée des Delta Toiles demande un peu d'entraînement, mais sitôt que c'est maîtrisé, c'est excellent. Et il faut admettre que le jeu a vraiment fait l'effort de bosser ses options pour histoire de rendre le soft le plus accessible possible. Au niveau visuel, au niveau auditif. Non, là-dessus, c'est du très bon travail. Il n'y a plus qu'à rajouter un moyen de rendre les mobs moins sac à PV. Et pour ce qui est du scénario,
Déjà c'est une repompe du premier, hein. On affronte un premier boss relativement simple, mais une fois battu, il laisse entendre que oh, un ennemi encore plus puissant va arriver. Et les premières heures font vraiment cahier des charges. Genre, première séquence contre un boss, impressionnant mais pas dangereux, puis scène plus intimiste des personnages, genre ranger les ordures dans la maison, quelques flashbacks, puis une mission qui lance la principale menace. Peut-être que je deviens un vieux con aigri, ce qui est pas impossible, mais perso, j'ai plutôt l'impression que les développeurs se contentent de nous rabâcher la même formule en boucle. Oui, j'avais noté message écolo, mais pas trop. À un moment, en fait, tu as un message sur la disparition de plus en plus alarmante des abeilles. Ce qui est un vrai problème, et est dû à la pollution... Ah non, pardon. Ici, c'est juste à cause d'un tout nouveau prédateur qu'on peut très facilement éradiquer. Non, parce que si c'était à cause de la pollution, le seul moyen de régler le problème, ce serait de complètement changer notre mode de vie. On va pas imposer ça aux Américains, quand même. Enfin bref, globalement, le scénario est assez débile. Kraven vient à New York pour chasser les proies les plus redoutables. Ouais, ça... Ok, donc il sélectionne les super vilains, dont Black Cat, mais pas Spider-Man, qui ne l'intéressera pas tant qu'il n'aura pas revêtu le costume noir. Alors que l'homme araignée a déjà vaincu tous les super vilains plusieurs fois. Logique comics, on va dire. Mais alors en plus, la psychologie de Kraven, oh là 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 là, quelle horreur. Je suis le premier à dire que il faut laisser les gens innover, parce que ça peut amener des bonnes choses. Là non. Kraven, dans toutes ses incarnations, et même dans le jeu, c'est censé être le chasseur ultime. C'est celui qui va soloter les plus dangereuses créatures du monde, juste pour vérifier qui est la plus grosse. Donc déjà, quand tu le vois attaquer le lézard, bien à l'abri dans un hélico, avec un carreau explosif, non, c'est pas Kraven ça. Et encore pire, il a une armée de sbires. Déjà d'office, c'est pas crédible quand tu connais le Gugus. Et si vous vouliez qu'il ait des alliés, faites venir sa famille, qui est composée de chasseurs. Sauf qu'on apprend au cours du jeu, spoiler, qu'ils sont tous morts, parce qu'ils n'ont pas réussi les épreuves de Kraven. Oui, parce que si t'es pas assez bon à ses yeux, Kraven te bute. Vous êtes en train de me dire que ses propres enfants, qu'il a personnellement éduqués depuis leur naissance, étaient faibles. Par contre, les milliers de chasseurs qui sont sous ses ordres, et qui n'ont clairement pas son niveau, eux, il les laisse en vie. On est d'accord qu'il y a un truc qui passe pas, là. Je vous jure, c'était vraiment pas agréable. Non seulement le gameplay est répétitif as fuck, mais le scénario est d'une débilité sans nom. Sans parler du fait que le premier jeu, il avait remanié les histoires et les origines de certains persos, dans le but de faire quelque chose d'original. Là, ouais, il y a des trucs modifiés, mais ça reste l'histoire de Venom, quoi. Le symbiote arrive sur Peter et le rend de plus en plus violent, Peter parvient à s'en débarrasser, mais le symbiote se trouve un nouvel hôte avec qui il fusionne pour devenir Venom, engendrant ainsi un des plus dangereux adversaires de l'araignée. De quoi? Je viens de vous faire le résumé du jeu? Non, c'est celui du comics. Maintenant, pour le troisième jeu Spider-Man, parce que oui, clairement, il y en aura un troisième, hein. Sony va pas se priver d'une poule aux œufs d'or pareil. Chaque épisode se vend à plusieurs millions d'exemplaires, donc ça m'étonnerait qu'il lâche la licence de sitôt. Maintenant, il y a peu de chances que ça se produise, mais si les développeurs pouvaient mettre plus de diversité dans le gameplay, plus de missions secondaires variées, moins de défis et de collectibles quasi identiques, et arrêter de nous foutre des putains de milliards de sacs à PV en guise de mob, ou au moins mettre une option pour diminuer leur santé, déjà on prendrait plus de plaisir à y jouer. Sans deck, le jeu Control a une option qui permet de limiter la santé des ennemis à 1 PV. Ça peut ressembler à du cheat, mais quand tu vois la quantité de mobs qui te sont vomis à la gueule, non, c'est bienvenu au contraire. Mon seul regret, c'est que l'option touchait aussi les boss. Voilà, buter un mob en un coup, ça me dérange pas, mais les boss, par contre, ça me fait un peu plus chier. Bref, pour moi, Spider-Man 2 est une énorme déception. Malgré ses qualités, le jeu est extrêmement répétitif, en plus d'être affreusement stupide en termes de scénario. Donc, surtout si vous êtes fan du premier épisode, je vous invite très fortement à ne jamais y jouer. Pas à plein tarif en tout cas. Et voilà! On en a fini avec mes 20 pires expériences vidéoludiques de l'année. Pas grand chose de fondamentalement mauvais et mal foutu, hein, je reconnais. En même temps, on peut pas tomber que sur des daubes absolues chaque année, hein, c'est... Heureusement, en même temps. Du coup, je vous invite à me retrouver pour la prochaine vidéo qui sera dédiée au top des jeux de 2024, qui devrait normalement sortir dès demain. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. 1, 2, 3. Le jeu prend en compte l'éloignement...
L'éloigne-vent. Oui. Ça... je viens d'inventer un nouveau mot. L'éloigne-vent. Ça veut dire quoi? J'en ai aucune idée. Ça. Mais j'ai inventé un nouveau mot. Hey, doucement. J'ai tenté Handle. Handle, oui. Raté. Et chacun de ces objets nécessitera... Et chacun de ces... Au point que j'ai passé la quatrième... Donc non, sur le long terme, j'ai pas suffisamment pris mon pied pour le... Non, sur le long terme, j'ai pas suffisamment pris mon pied sur le soft pour y rejouer. En fait, ça s'explique beaucoup mieux quand tu sais que ça vient de l'expression wet work. En fait, ça se comprend au goût. Je pense que même... Comment ça s'appelle les machines là qu'on avait le... Ah merde. Ah merde. Les espèces de machines de jeu là, merde, comment ça s'appelle? Ah putain. Les bornes d'arcade, putain, c'est ça. Donc, j'en suis à 1h20 de tournage. Ah, ça veut dire qu'il me reste encore 1h20. Oh, pardon, je t'ai réveillé, Mowgli. il vient de se relever, il a les cheveux complètement, les poils complètement ébouriffés. Et il était sorti 10 ans avant, donc vos gueules. Oh merde, coupure de courant. Ah. C'est pas bon, c'est pas bon. Bon, ça va. Alors, essayer. Ah. Ça peut pas bouger. Ah oui, ça a tout coupé, hein, c'est... Réussir à avoir une coupure de courant au beau milieu d'un tournage, ça m'était jamais arrivé. Je sais pas si beaucoup de youtubeurs peuvent en dire autant non plus. Ah putain, les défauts du jeu, ils me sont aussi vite revenus en mémoire que c'est bon. Est-ce que voilà. Mais ensuite, imaginez, vous avez besoin de lancer une frappe d'artillerie au milieu d'un... Vous avez besoin de lancer une... Imaginez, vous avez besoin de lancer une frappe d'artillerie au milieu, dans une zone remplie d'ennemis. Vous avez besoin de lancer une frappe d'artillerie... Une frappe d'artillerie... En théo... Merde. Allez, plus que 6. Et j'en suis qu'à 2 heures d'enregistrement, on fait chier. En vrai, j'espère très sincèrement que l'oreiller ne se verra pas dans le cadre, parce que si je passe toute la vidéo avec l'oreiller qui est juste là, ça va être chiant. Donc les mecs, ils vont rester debout en pleine zone ennemie, alors qu'ils peuvent se faire canagater. Moi j'aurais plutôt tendance à penser que si tu l'utilises, t'as 90% de... Moi j'aurais plutôt tendance à penser que si tu l'utilises, t'as 90% de chance. Putain! Chaque épisode se vend à plusieurs millions d'exemplaires, donc ça m'étonnerait qu'il lâche assis...